Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur notre plateau. Vous suivez le journal de la TFC. Voici à présent les titres. Afrique du Sud, le gouverneur de la Banque centrale inquiet des pratiques du cabinet d'audit KPMG. États-Unis, le président Donald Trump interdit l'entrée des migrants sur le territoire américain. Canada, la montée de chaleur a battu tous les records depuis 2 semaines avec près de 30 degrés. Espagne, de nouvelles manifestations en faveur de l'indépendance de la Catalogne. Bangladesh, le nombre de réfugiés ne cesse d'accroître dans les bidonvilles près de la frontière. Nous revoilà sur le plateau, passant à présent aux informations du monde. Afrique du Sud, ce jeudi, le gouverneur de la Banque centrale, Lesedja Kaniago, a montré une inquiétude concernant les pratiques du cabinet d'audit KPMG. Par ailleurs, il a annoncé des mesures pour empêcher les risques de stabilité financière dus à ces pratiques. 8 membres de l'équipe du cabinet international KPMG ont présenté leur démission par la suite. Suivons ensemble le reportage. Le gouverneur de la Banque centrale d'Afrique du Sud a déclaré jeudi avoir noté avec inquiétude les pratiques regrettables et les graves erreurs de jugement du cabinet d'audit KPMG. Une sortie qui fait suite au récent scandale politique soulevé par les révélations du dit cabinet à propos du limogeage de l'ancien ministre des Finances Pravin Gordhan. Nous avons noté avec inquiétude des pratiques regrettables qui ont entraîné des dommages considérables pour certains individus, certaines organisations et le pays dans son ensemble. Le patron de la Banque centrale sud-africaine a par ailleurs annoncé des mesures pour contrecarrer les risques potentiels de stabilité financière dus à ce scandale. Concernant toutes les affaires menées avec KPMG par la Banque centrale, nous nous réservons le droit de reconsidérer notre position, mais nous avons pour l'instant décidé de laisser l'enquête indépendante suivre son cours. Les décisions finales seront prises une fois que les conclusions de l'enquête indépendante auront été prises en considération. Le cabinet d'audit a admis que sa division sud-africaine a touché de très importantes sommes d'argent versées par l'empire financier des Gupta impliqués dans des affaires de corruption. 8 membres de l'équipe de direction de la représentation du cabinet international en Afrique du Sud ont présenté leur démission suite à cette affaire. En Tunisie, suite à l'engagement pris ces derniers jours par le gouverneur tunisien, celui de cesser des examens médicaux en cas d'accusation d'homosexualité, le test anal n'est plus obligatoire pour toutes les personnes poursuivies pour l'homosexualité. Le test pourra être demandé par un juge, mais l'accusé sera en droit de le refuser. Regardons ensemble les images. En Tunisie, les personnes poursuivies pour homosexualité ne seront plus obligées de subir le test anal bientôt. Selon le ministre des Droits de l'Homme Mehdi Ben Garbia, ce test pourra être demandé par le juge, mais la personne concernée sera en droit de le refuser. Ceci fait suite à l'engagement pris ces derniers jours auprès de l'ONU par le gouvernement tunisien de cesser ses examens médicaux en cas d'accusation d'homosexualité. Depuis 2014, les Nations Unies considèrent ce type de tests médicaux comme un acte de torture punissable. Il représente une violation de l'intégrité physique de la personne et de la dignité humaine. L'article 230 du Code pénal tunisien, qui date de 1913, période de la colonisation française, condamne dans le texte français la sodomie et dans le texte arabe les relations homosexuelles. L'an dernier encore, plusieurs condamnations pour homosexualité ont été prononcées par la justice tunisienne. Aux États-Unis, dès le 18 octobre, tous les citoyens de la Corée du Nord, le Venezuela et du Tchad seront interdits d'entrer sur le territoire américain. Selon le président des États-Unis, Donald Trump, la priorité est de rendre l'Amérique sûre en n'acceptant pas dans le pays des personnes incontrôlables qui sont les immigrants. Suivons ensemble le reportage. Les États-Unis ont ajouté 3 pays à la liste de leur décret migratoire, la Corée du Nord, le Venezuela et le Tchad. Le Soudan, en revanche, a été retiré de cette liste qui comporte aussi l'Iran, la Libye, la Syrie, la Somalie et le Yémen.
et Donald Trump de se fondre d'un nouveau tweet après l'avoir annoncé. Rendre l'Amérique sûre est ma priorité numéro 1. Nous n'accepterons pas dans notre pays ce que nous ne pouvons pas bien contrôler. Le décret migratoire américain version amendée est entré en vigueur le 29 juin dernier. Dès le 18 octobre, seront interdits d'entrer sur le territoire américain tous les citoyens de Corée du Nord et du Tchad. Concernant le Venezuela, l'interdiction se limite aux membres d'une longue liste de responsables gouvernementaux, fonctionnaires des ministères de l'Intérieur et des Affaires étrangères, de forces de police, des services de renseignement et à leurs familles. En France, grande déception pour le président Emmanuel Macron, le Parti socialiste s'est bien battu. La République en marche ne compte plus que 24 sénateurs contre 28 auparavant. Il ne reste plus qu'à élire le président du Sénat le 2 octobre et pour le parti du pouvoir à conclure des alliances en vue de réformes constitutionnelles que souhaite faire passer Emmanuel Macron. Les précisions en images. Pas de raz-de-marée de la République en marche au Sénat. Résultat du renouvellement partiel de la Chambre haute du Parlement français, la droite est sortie renforcée, le Parti socialiste a bien résisté et c'est la déception pour le parti d'Emmanuel Macron. Si le président s'est gardé de commenter les résultats, son entourage a jugé auprès de l'AFP que le résultat était sans surprise et la conséquence arithmétique des élections de 2014 et 2015. Le collège de plus de 76 000 grands électeurs issus largement des municipales de 2014, remporté par la droite, plaçait de fait les Républicains et les centristes en position de force. Reste à élire le président du Sénat le 2 octobre et pour le parti du pouvoir à conclure des alliances en vue de réformes constitutionnelles que souhaite faire passer Emmanuel Macron, à moins que le président ne passe par la loi pour réduire le nombre de députés et sénateurs en France. Toujours en France, suite aux manifestations contre la réforme du Code du travail, Jean-Luc Mélenchon, dans son discours de ce samedi 23 septembre, soutient les actions de la France insoumise face à la réplique d'Emmanuel Macron, pour qui la démocratie, ce n'est pas la rue. Ce qui a créé une polémique dans la classe politique. Les détails dans le reportage. Au lendemain de la manifestation de la France insoumise contre la réforme du Code du travail, Jean-Luc Mélenchon occupe le devant de la scène médiatique dimanche avec la polémique créée par ses propos. En commençant son discours place de la République, il a répliqué à Emmanuel Macron pour qui la démocratie, ce n'est pas la rue. Monsieur le Président, il vous reste à consulter l'histoire de France pour apprendre que c'est la rue qui a abattu les rois. C'est la rue qui a abattu les nazis. Une phrase qui a été prise en partie et qui a fait bondir la classe politique. La ministre du Travail Muriel Pénicaud dénonce des propos indignes et honteux. L'ancien Premier ministre Manuel Valls déplore des références historiques hasardeuses. Une faute politique et morale pour le porte-parole du gouvernement Christophe Castaner. Une faute, c'est une faute morale. Je pense qu'il faut à minima se respecter et que cet amalgame avec les nazis est totalement insupportable. Un amalgame insupportable, une faute historique diront certains. Sur son blog dimanche, le leader de la France insoumise répond qu'il n'a jamais comparé le gouvernement actuel aux nazis. Reste que la polémique est bien lancée et que son appel aux casserolades, faire du bruit pour empêcher de dormir ceux qui nous empêchent de rêver, est passé bien inaperçu. Au Canada, les Canadiens subissent une chaleur sans précédent. Le mercure a battu tous les records depuis 2 semaines pour atteindre un pic ce week-end. Plus de 32 degrés sur les plages et dans le pays. Une chaleur très intense qui nécessite l'intervention des services d'urgence main. Il devrait s'achever brutalement mercredi avec un retour à des normales de saison, soit 16 degrés. La suite en images. Une plage du lac Ontario bondée. Et oui, les Canadiens vivent une vague de chaleur historique sur la côte Est. Que ce soit à Toronto, Ottawa, Montréal, Québec, le mercure a battu tous les records depuis 2 semaines pour atteindre un pic ce week-end. Plus de 32 degrés, ressenti 40. Une canicule automnale qui fait défaillir, relance l'activité des services d'urgence pour coups de chaleur et les ventes de climatiseurs. Montréal, avec ses 30 degrés hier, n'avait pas vu ça un 24 septembre depuis 125 ans. Québec et ses 29,6 degrés depuis 80 ans. Cet été indien est particulièrement doux, sec et précoce pour la belle province et l'Ontario. Mais il devrait s'achever brutalement mercredi avec un retour à des normales de saison, soit 16 degrés. Aux Torontois, Montréalais ou autres Québécois de profiter de ces chaleurs avec délice, histoire de faire le plein de soleil après un été médiocre et avant les frimas de l'hiver. En Irak, ce lundi, les Kurdes d'Irak votent sur leur indépendance à l'image de leur président Massoud Barzani qui a lancé ce scrutin. C'est un référendum historique et cela les Kurdes en rêvent depuis plus d'un siècle.
Mais ces rêves d'indépendance sont vivement contestés par la Turquie et l'Iran, car ces pays pourraient bloquer leur importation de pétrole kurde à la demande du gouvernement de Bagdad, ce qui étoufferait le Kurdistan. La suite dans le reportage. À l'image de leur président, ils rêvent d'indépendance. Les Kurdes d'Irak votent ce lundi. C'est un référendum historique. Il doit ouvrir la voie à un État, et cela, les Kurdes en rêvent depuis plus d'un siècle. C'est le président Massoud Barzani qui a lancé ce scrutin qui se tient dans la région autonome du Kurdistan irakien, mais aussi dans des zones que se disputent les Kurdes et le gouvernement central à Bagdad. Pour moi, c'est un double anniversaire. C'est un jour nouveau pour moi. On va faire une grande fête et aujourd'hui, je me sens une nouvelle personne. Je suis tellement contente, je sens qu'on va être libre, personne ne va nous diriger, on va être indépendant. Mais ces rêves d'indépendance sont vivement contestés à l'extérieur de la région. La Turquie voisine, qui lutte contre les séparatistes kurdes du PKK depuis des années, craint une épidémie. Elle a déployé des troupes à la frontière irakienne. L'Iran a également pris des mesures de rétorsion. Ces pays pourraient notamment stopper leurs importations de pétrole kurde, ce qui asphyxierait le Kurdistan. En Allemagne, et de 4 pour la chancelière allemande Angela Merkel garde son mandat pour la 4e fois, mais sa victoire est modeste. Son parti conservateur, la CDU-CSU, a remporté les élections législatives avec seulement 33% des voix environ, selon les sondages de sortie des urnes. C'est le plus mauvais score de la droite depuis la naissance de la République fédérale d'Allemagne en 1949. Voyons cela en images. C'est une victoire au goût amer pour Angela Merkel. Les conservateurs de la CDU-CSU, crédités de 32% des voix, affichent un score décevant et doivent faire face à la percée historique de l'AfD, le parti d'extrême droite qui va entrer au Bundestag. La chancelière allemande, qui va entamer son 4e mandat, devrait s'engager dans d'âpres négociations pour constituer une coalition. Comparé à certains pays voisins comme la France, la Pologne ou les Pays-Bas, le score de l'AfD est heureusement plus modéré en termes de pourcentage, mais c'est un choc, même au sein de la CDU, car l'AfD pourrait mobiliser en particulier les abstentionnistes, mais aussi les électeurs de la CDU, et c'est ce à quoi nous devons réfléchir. Comment faire revenir à nous ce million d'électeurs? Pour gouverner, Angela Merkel devrait s'allier aux libéraux, mais pourrait aussi avoir du mal à se passer des écologistes. Il nous faut un gouvernement qui pense au futur, qui relève les défis écologiques et économiques, et je pense que pour ce faire, une coalition étroite est plus adaptée. L'Allemagne a voté et la CDU-CSU dispose à nouveau d'une majorité pour gouverner, mais avec de lourdes pertes. Angela Merkel doit faire face à de longues et âpres négociations pour former un gouvernement en capacité d'agir. L'un des principaux défis des 4 années à venir sera la présence de l'AfD au Parlement. En Espagne, ce dimanche à Barcelone et dans des centaines de localités de la région, il y a eu de nouvelles manifestations en faveur de l'indépendance de la Catalogne. Pour cause, les socialistes catalans ont appelé à ne pas aller aux urnes et demandent l'annulation du référendum. La détermination des manifestants dans les rues est grande, tout comme la présence des policiers. Suivons ensemble le reportage. De nouvelles manifestations en faveur de l'indépendance de la Catalogne ont résonné ce dimanche à Barcelone comme dans des centaines de localités de la région. Une démonstration de force une semaine tout juste avant le référendum jugé illégal par le gouvernement espagnol. Des mouvements civils pro-indépendance dénoncent les méthodes de Madrid pour empêcher la tenue du scrutin. Ce n'est pas possible qu'il y ait des abus de pouvoir comme certains le font dans les instances du gouvernement espagnol, dénonce ainsi ce militant. Cela peut mener à des répressions et à des accusations de sédition.
La présence policière se renforce à l'approche du vote. Les socialistes catalans, eux, ont appelé à ne pas aller aux urnes. Ils demandent l'annulation du référendum. La loi doit être respectée. Le Parti socialiste défend l'état de droit qui est le cadre de notre coexistence. Mais la loi seule ne peut pas mettre fin aux problèmes catalans. Nous avons besoin de plus de politique. Un avis qui n'est pas partagé par ces manifestants qui impriment et distribuent des bulletins pour encourager au vote du 1er octobre. Dans la rue, la détermination est forte, mais aussi la colère après la décision du gouvernement espagnol de placer la police autonome catalane sous la coordination de Madrid en vue d'empêcher le scrutin. La Catalogne entame la dernière ligne droite avec une crise institutionnelle forte entre les gouvernements espagnols et catalans et avec des manifestations quotidiennes dans les rues, nous confirme notre correspondante. Au Bangladesh, depuis la dernière éruption de violence le 25 août jusqu'à aujourd'hui, le nombre de réfugiés au Bangladesh ne cesse d'accroître. Près de 430 000 Rohingyas ont trouvé refuge au Bangladesh et se sont entassés dans les bidonvilles près de la frontière en manque d'infimes nécessités pour survivre. Le haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés a appelé ce dimanche la communauté internationale à intensifier son aide. Les détails dans le reportage. Ils sont 430 000 à avoir fui la Birmanie et ils ont besoin d'aide. Les Rohingyas qui ont trouvé refuge au Bangladesh et qui sont entassés dans des bidonvilles près de la frontière manquent de tout. Le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés s'est rendu dans l'un des camps ce dimanche. Il appelle la communauté internationale à intensifier son aide. J'ai été frappé par l'ampleur incroyable de leurs besoins. Ils ont besoin de tout. Ils ont besoin de nourriture, d'eau potable, d'un abri. Ils ont besoin de soins de santé appropriés. Le plus urgent reste de leur trouver un logement approprié. Aux conditions de vie sordides s'ajoute le traumatisme psychologique. Les histoires que nous entendons de la part des survivants sont horribles. Il y a des personnes qui ont été violées par plusieurs agresseurs. Plusieurs femmes ont en effet témoigné avoir été victimes de viols et de viols en réunion de la part des soldats birmans, des viols dont certains auraient été commis devant leurs enfants. En Afghanistan, un blindé de l'OTAN a été incendié ce dimanche 24 septembre suite à un attentat suicide à Kaboul. Bilan, 3 civils blessés, mais les soldats danois qui s'y trouvaient sont sains et saufs. Les talibans en guerre contre le gouvernement afghan prétendent être les auteurs de cette attaque. Les détails dans le reportage. Une carcasse calcinée au milieu de la chaussée, c'est tout ce qui reste du blindé de l'OTAN visé ce dimanche par un attentat suicide à Kaboul, en Afghanistan. L'attaque a blessé 3 civils. Les soldats danois qui se trouvaient à bord du convoi s'en sont sortis indemnes. Cet attentat a été revendiqué par les talibans en guerre contre le gouvernement afghan. Le bruit de l'explosion était très fort. La zone résidentielle à proximité est endommagée suite à l'explosion. Les vitres de ma maison ont éclaté. L'OTAN compte près de 13 000 hommes en Afghanistan. Principale mission, la formation et l'encadrement des forces de sécurité du pays pour contrer l'insurrection talibane et le groupe État islamique. Au Portugal, suite aux incendies meurtriers de juin, les écoliers portugais souhaitent poursuivre les pays européens en justice. Selon eux, cela est le résultat d'une incompétence de ces pays. Plus de précision en images. Après les terribles incendies meurtriers de juin dernier, des écoliers portugais veulent poursuivre les pays européens en justice, car ils estiment que leur incompétence a enrayé le changement climatique met leur vie en danger. Ces enfants âgés entre 5 et 14 ans vivent dans la région de Leiria, dans le centre du Portugal, où plus de 60 personnes ont péri cet été. Soutenu par l'ONG GLAN, le réseau d'action juridique mondiale, ils cherchent à récolter entre 20 000 et 35 000 livres. Ils ont été guidés vers la plateforme CrowdJustice pour financer leurs requêtes. Le Royaume-Uni, l'Irlande, l'Allemagne et la France sont notamment visés, car faisant partie des principaux pays émetteurs de gaz à effet de serre. Une fois le financement obtenu, la requête devrait être portée devant la Cour européenne des droits de l'homme. En Égypte,
Ce lundi matin, la femme considérée comme la femme la plus grosse du monde, avec 500 kilos, est décédée. En raison de son poids, Madame Abd El Hatti avait eu une attaque et souffrait de diabète, d'hypertension et d'insomnie. La suite dans le reportage. Son histoire avait fait le tour du monde. L'Égyptienne Eman Ahmed Abdel Hatti, qui pesait 500 kg, est décédée ce lundi dans un hôpital d'Abu Dhabi des suites d'une faiblesse cardiaque combinée à une insuffisance rénale. Eman Ahmed, cette femme d'Alexandrie, n'avait pas pu sortir de chez elle depuis 25 ans en raison de son éléphantiasis, une pathologie qui avait provoqué un gonflement de ses membres et autres parties de son corps. Ému par son histoire, un chirurgien indien avait proposé de l'opérer. À son arrivée à Bombay en février dernier, Eman Ahmed pesait une demi-tonne et souffrait de diabète, d'hypertension et d'insomnie. En Inde, les opérations chirurgicales de réduction de poids sont de plus en plus fréquentes. Grâce à un régime alimentaire liquide et une chirurgie, la patiente perdra jusqu'à 323 kilos avant d'être transférée 3 mois plus tard aux Émirats arabes unis. Eman Ahmed était considérée comme la plus grosse femme du monde, mais officiellement, c'est l'américaine Pauline Potter, pesée en juillet dernier à 293 kilos, qui détient le record dans le livre Guinness. C'est la fin du journal. Merci d'être resté avec nous. Bonne suite de programme à vous sur la TFC et que le Seigneur Tout-Puissant vous garde.